Il n'y a pas de mots pour décrire un navire de 200 places chargé de 2000 personnes. Bon sang, comment va-t-on faire? Je suis arrivé le premier à l'ambassade. En ce début d'après-midi, ma seule mission était de partir avec l'ambassadeur. La mission avait pour nom de code « Vol à l'arraché à l'ambassade ». Je devais juste partir avec l'ambassadeur. J'atterris et je dis « Je viens chercher l'ambassadeur ». Eh bien, pas tout à fait. L'ambassadeur a refusé de partir. Il voulait qu'on fasse monter le plus de Vietnamiens possible à bord des hélicoptères. On a évacué les Vietnamiens parce que Graham Martin l'a voulu ainsi. Ils ont donc fait monter quelques Vietnamiens à bord de mon hélicoptère. L'ambassadeur étant censé y être, on se rend directement au navire de commandement, le USS Blue Ridge. On se pose sur le Blue Ridge. Le général Carey veut savoir où se trouve l'ambassadeur. Je lui dis, eh bien, il n'est pas monté à bord. Je ne sais pas à qui m'adresser, mais j'ai dit à tout le monde que je devais transporter l'ambassadeur et il n'est pas monté. Ça a donc déclenché l'hélitransport. Le corps des Marines avait 75 hélicoptères. On s'envole avec la vigie vers l'ambassade, on fait monter les passagers et on revient au navire. Le vol aller-retour durait un peu plus d'1 heure. Le USS Kirk avait pour mission de protéger les hélicoptères qui faisaient la navette entre l'ambassade et les porte-avions. Nous suivions tout cela de très près. Du pont du navire, on pouvait observer tout ce qui se passait. On pensait que le USS Kirk ne jouerait qu'un rôle d'observation quand, soudain, on a aperçu à l'écran radar ces petits points qui provenaient du rivage. I really don't know where to start. We looked up at the horizon, and all you could see were helicopters, all heading toward us. Ce n'étaient pas des hélicoptères du corps des Marines. C'étaient de petits hélicoptères, de petits UA, qui n'étaient pas prévus dans le plan d'évacuation. Mais ils nous survolaient. On les surveillait alors qu'ils repassaient sans cesse au-dessus de nous. On les a considérés comme des ennemis, jusqu'à ce qu'on vérifie leur identité. On a alors compris qu'il s'agissait de Sud-Vietnamiens en fuite. En sauvant un hélicoptère, on rescaperait les 15 ou 20 personnes qui y étaient entassées comme des sardines. J'ai donc pris la décision, poser l'hélicoptère. L'un de nos matelots baragouinait le Vietnamien. On l'a mis à la radio et il a commencé à diffuser. Ici le navire 1087. Posez-vous ici. So we got his attention. He came flying over. He landed on our flight deck. And it turned out that the pilot, he was the pilot for the deputy chairman of the Joint Chiefs of Staff, real high up. And he had the general with him. It was a two-star general. And the two-star general's nephew, 3 women, about 4 children. It was a big deal for us. En fin d'après-midi, les hélicoptères ont commencé à arriver à l'ambassade.
Chaque appareil nous a pris 40 ou 50 personnes. Mais étaient-ce bien les personnes qui devaient partir? Qui sait si elles méritaient de partir? À l'ambassade, bon nombre de ceux qui ont pu fuir étaient en fait ceux qui ont pu escalader le mur de l'enceinte. Les hélicoptères arrivaient à intervalles de 10 minutes. Un appareil se posait sur le toit et un autre dans le stationnement. Les gardes formaient des groupes de Vietnamiens. Ils les fouillaient et s'ils étaient armés, ils jetaient toutes les armes dans la piscine. Dès qu'un hélicoptère se posait, on les amenait dans la zone réglementée et quelques Marines les escortaient jusqu'à l'appareil. Puis on levait la rampe d'accès et l'appareil décollait. Je me souviens que mon ami m'a dit « Oh, c'est à nous maintenant, on y est presque ». Nous étions tous très enthousiastes. Et je me souviens très bien que chaque fois qu'un hélicoptère se posait, le souffle nous repoussait. Nous devions nous accroupir pour ne pas être soufflés. Trois hélicoptères qui se sont posés transportaient un peloton de 40 Marines de la force spéciale. Il a fallu les faire venir parce qu'à l'ambassade, il n'y avait pas assez de Marines pour assurer la surveillance de l'enceinte. Je suis allé à l'ambassade avec ma femme. Des tas de gens avaient escaladé les murs, mais ils ne pouvaient pas entrer. Toutes les portes ont été assiégées, même s'ils se sont surtout présentés à la porte latérale. Des gens tenant des lettres qui disaient « J'ai travaillé pour les Américains, s'il vous plaît, laissez-moi entrer ». Des journalistes qui espéraient être reconnus par les Marines. Une marée humaine voulait monter à bord des hélicoptères. Ils regardaient les hélicoptères qui partaient et je voyais leur regard désespéré. Mon père pilotait un hélicoptère Chinook dans l'armée de l'air sud-vietnamienne. Il attendait ses ordres, mais son capitaine était parti. Mon père et d'autres pilotes ont donc pris les meilleurs Chinook et ils ont décollé. Il a dit qu'on était comme dans le Far West à ce stade. On faisait cavalier seul et on faisait tout pour survivre et s'occuper de sa famille. Il avait prévenu ma mère de se préparer si elle entendait un Chinook qui approchait. J'avais 6 ans et demi. J'entends encore le grondement familier du Chinook. Un Chinook qui approche, c'est immanquable. Je savais que mon père arrivait. Vivre à Saigon quand j'étais petit, c'était comme vivre au cœur de Los Angeles. Il n'y avait pas beaucoup d'espace pour poser le Chinook. Il a donc atterri dans un terrain de jeu. Ça a causé beaucoup de turbulences. Une grande commotion. Ma mère a pris ma petite sœur âgée d'environ 6 mois, mon petit frère de 3 ou 4 ans et moi. Nous sommes montés en vitesse dans le Chinook, qui s'est envolé vers le Pacifique.
Mon père craignait notamment de manquer de carburant. Il a volé à l'aveuglette. Puis, il a aperçu un navire. In the middle of the day, after we had taken those first helicopters aboard, this huge helicopter called a Chinook, they came out and tried to land on the ship. Oh, the thing almost crashed on board our ship. Ce gros Chinook est arrivé. Il ne pouvait se poser sur le Kirk sans endommager le navire. Il aurait tué tous ceux qui étaient à bord de l'hélicoptère et mon équipage. Il était beaucoup trop gros pour se poser. Nous avons pensé que l'hélicoptère allait simplement s'éloigner. Mais alors que le navire filait à 4, 5 ou 6 nœuds, le pilote a déclaré qu'il allait manquer de carburant. Il a ouvert la porte de bâbord de l'hélicoptère alors qu'il était en vol stationnaire au-dessus de la poupe du Kirk. Puis soudain, un humain est apparu. L'un après l'autre, nous avons sauté. J'ai sauté, puis mon frère a sauté. Ma mère tenait ma petite sœur, qui était visiblement effrayée. En s'accrochant à l'appareil de la main droite, elle a laissé tomber son bébé, ma petite sœur, en toute confiance. Un gars qui se tenait là a dit qu'il a levé les yeux au ciel et qu'il a vu ce gros amas de tissu qui tombait. Et c'était un bébé. Puis, la mère a sauté et il l'a attrapé aussi. Le pilote s'est alors placé à tribord. Il est resté en vol stationnaire. Les roues de l'appareil entraient dans l'eau, puis elles en sortaient. Il a volé ainsi durant une dizaine de minutes. On se demandait ce qu'il faisait. Il s'est avéré qu'il retirait sa combinaison de vol. Il a piloté un hélicoptère birotor alors qu'il enlevait sa combinaison. J'en ai discuté avec des pilotes qui ne savent pas comment il a pu faire ça. Comme un Houdini qui tentait de se libérer. Finalement, il a incliné l'hélicoptère. Le flanc droit a touché l'eau, tandis qu'il est sorti par la porte de gauche. Ça fait un bruit d'enfer. Il y a plein d'éclats de métal. Puis, soudain, le silence. Et il surgit de l'eau. Il est vivant. Il s'est éloigné en nageant. L'hélicoptère n'était qu'à 6 mètres de lui quand il a touché l'eau. We went out, picked him up. He was no worse for the wear. He was a little bit wet. Well, one unfortunate thing is he had some small bars of gold, which was all his worldly possessions, that were in his shirt pocket that sank. So he lost everything. He didn't own a thing but his underwear when he finally came aboard the ship. He was a tremendous pilot. The guy was just so cool and calm. We've so far taken a total of 17 helicopters. We ended up with 157 people aboard the ship. L'équipage a été extraordinaire. Ils ont pris leur argent, ils sont allés au magasin du bord, ils ont acheté tous les vêtements et les vivres disponibles et ils les ont donnés aux réfugiés qu'ils avaient pris en amitié. Ils ont été incroyables. We laid mats and all kinds of blankets and stuff out on the deck for their babies, and there were infants and children and women, and it was a scene I'll never forget. Nous étions heureux. Ma mère était... C'était un symbole. Le premier pas en sol américain, mais aussi la liberté. Les pilotes des transporteurs disaient
C'est une marée humaine incontrôlable et l'ambassadeur Martin n'a plus aucune objectivité. L'ambassadeur Martin tente d'évacuer tout Saïgon par l'ambassade américaine. Mais il faisait de son mieux dans un contexte horrible. Quand on a entrepris l'évacuation, nous étions très enthousiastes. On voulait mener cette tâche à bien et faire sortir toutes ces personnes. Par la suite, on a ressenti de la fatigue et de la frustration, vu le petit nombre de personnes qu'on évacuait de l'ambassade. On se posait des questions comme « Est-ce que la foule diminue? Quand allons-nous terminer ?» Et il disait « Vous savez, nous suivons les directives de l'ambassadeur. Nous faisons de notre mieux. » Les pilotes des transporteurs disaient « C'est une marée humaine incontrôlable et l'ambassadeur Martin n'a plus aucune objectivité. L'ambassadeur Martin tente d'évacuer tout Saïgon par l'ambassade américaine. » Mais il faisait de son mieux dans un contexte horrible. L'ambassadeur Martin a fait durer l'évacuation afin de faire sortir le plus de Sud-Vietnamiens possible. Chaque hélicoptère prenait une quarantaine de personnes. Il savait qu'une fois les Américains partis, l'évacuation prendrait fin. Il ne mettait donc qu'un ou deux Américains à bord de chaque vol. On est très fatigué et on n'en voit pas la fin. J'ai donc lancé le message « Nous aurions besoin d'un peu d'aide. Nous n'avons que 75 hélicoptères. » Et on m'a répondu « Non, les pilotes de la marine ne se fatiguent pas. » À l'ambassade, suivant les directives de l'ambassadeur, bien sûr, on profitait de la présence des aéronefs pour évacuer les personnes menacées. Mais il y a eu d'autres tentatives indépendantes. Plusieurs d'entre nous, à l'ambassade, avons accepté de rouler en fourgonnette jusqu'au quai du fleuve Saïgon. J'avais un point de rassemblement assigné au cœur de Saïgon et je faisais entrer 15 personnes dans une fourgonnette de 9 places. Puis, on franchissait divers postes de contrôle de Saïgon et on parvenait au quai. Les gens sortaient et couraient pour monter à bord des bateaux commerciaux. J'ai effectué plusieurs trajets et il y avait de plus en plus de monde. Finalement, à la tombée du jour, un homme est venu vers moi. Je lui ai dit, « C'est le dernier. Je ne pourrai pas en transporter d'autres. Allez chercher les membres de votre famille. » Et il a dit, « Je ne peux pas. Ma famille est trop nombreuse. » Il m'a serré la main et il a dit, « Merci d'avoir essayé. » Et il s'est éloigné. Je suis rentré à l'ambassade et j'ai garé la fourgonnette. La nuit allait tomber. Je me suis faufilé dans la foule, une grande foule. Je ne pouvais rien faire de plus. Je me suis dirigé vers l'hélicoptère. L'ambassadeur Martin m'a pris à part et il m'a dit « Je sais ce que vous avez fait, où vous êtes allé. Nous en avons discuté. Je tiens à vous remercier. »
J'ai pensé que c'était gentil de sa part. Il faisait maintenant nuit. L'intérieur de l'hélicoptère était illuminé. Je me suis assis et j'ai regardé autour de moi. Nous n'étions que 2 ou 3 Américains, tous les autres étaient des Vietnamiens. Et on est parti. Il faisait très sombre, je m'en souviens. Les gens se sont mis à jouer du coude pour passer devant. Le capitaine Harrington s'est alors adressé à nous en vietnamien. Et alors, il m'a dit, « Quand vous êtes dans une ambassade des États-Unis, vous êtes en seul Américain. Je vous promets que mon soldat et moi serons les derniers à quitter l'ambassade. » Après cette déclaration, tout le monde s'est détendu, littéralement. Nous n'avions rien à craindre. On nous a dit que les tanks nord-vietnamiens arrivaient. À la Maison-Blanche, on a demandé au département de la Défense combien il restait de Sud-Vietnamiens dans l'enceinte de l'ambassade. Puis, on a calculé le nombre d'hélicoptères requis pour les évacuer. On a dit à l'ambassadeur Martin qu'il devait monter à bord du dernier hélicoptère. Tout ce que je sais, c'est qu'à Washington, on ne savait pas combien de personnes il restait au sol. À 1 heure du matin, il restait 1100 personnes à évacuer. Plusieurs hélicoptères sont venus et ils ont transporté plus de la moitié de ce nombre. Il restait 420 personnes quand on a reçu l'ordre de Washington de n'évacuer que les derniers Américains. À 4 heures du matin, j'ai atterri de nouveau sur le pont de l'USS Blue Ridge. Le général Carey est venu me donner une pomme et une tasse de café et il a dit « Nous avons reçu les ordres du président. Vous devez faire sortir l'ambassadeur. » J'ai décollé. Je me suis posé sur le toit exactement 4h50 et j'ai dit « Je ne pars que si l'ambassadeur est à bord. » L'un des Marines a abaissé le drapeau et il l'a plié. Il a escorté l'ambassadeur jusqu'à la zone d'atterrissage du toit de l'ambassade et il lui a remis le drapeau. Le major Keane s'est adressé au colonel Madison. C'est tout, juste des Américains, comptez de maintenant. Et Madison a dit, « Qu'est-ce que vous racontez? Il reste tous ces gens-là. » Et Keane a dit, « Pas question, monsieur, sur ordre du président. » Et Madison a dit, « Je vais en référer à l'ambassadeur. » Il était assez prompt. Et Keane a dit, « Impossible, il est à bord. » En montrant le CH-46 qui s'envolait. L'ambassadeur est donc à bord et on part. On se pose sur le Blue Ridge. 15 ou 20 personnes en sont descendues avec l'ambassadeur. Et ça a été la fin. J'avais volé durant 18h15. Graham Martin semblait très fatigué. Il avait les traits tirés. Je suis certain que la pression était énorme. On aurait fait d'autres vols si on n'avait pas emmené l'ambassadeur, car il refusait de mettre fin à l'évacuation. Le colonel Madison m'a dit, « Nous sommes foutus, Stuart. Restez dans ce stationnement et occupez ces 420 personnes. » Ce qui voulait dire, si elle nous voit tous partir en même temps, ce sera la panique. Puis, faufilez-vous jusqu'au toit. Nous devons partir. Il était très fâché et très déçu. Ils sont donc entrés dans l'ambassade. Je suis allé retrouver les Vietnamiens qui restaient et je leur ai dit « De gros hélicoptères vont venir. »
et j'ai attendu quelques minutes. Puis j'ai vu un hélicoptère décoller et je me suis dit, « Merde, est-ce que j'étais censé être à bord? » Alors j'ai dit au Vietnamien, « Je dois aller au petit coin. » Et je me suis défilé. J'ai suivi un trajet détourné et je suis entré dans l'ambassade. Je me disais que c'était vraiment injuste. Que je devrais peut-être dire, je ne pars pas sans eux, car je leur ai fait une promesse. Puis j'ai dit, raisonne-toi, ils ont peut-être commencé à abattre les hélicoptères. Tu ne vas pas laisser qui que ce soit d'autre partir. C'est un ordre du président. La décision a été prise. Je suis donc monté jusqu'au toit. Un CH-46 s'est posé sur le toit. Il a abaissé sa rampe d'accès et on est monté à bord. Quand il a décollé, la porte était ouverte. Et j'ai vu le groupe, les 420 dans le stationnement, là où on les avait rassemblés sur la pelouse. J'ai éprouvé un sentiment atroce. C'était une trahison si grave et si terrible. Nous en avons discuté toute la nuit. Je suis convaincu que si nous les avions renvoyés, ils auraient tous été tués. Armitage a décidé de les ramener. Et il n'a pas obtenu l'autorisation de Washington. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un appel inattendu. Placez-vous près du navire-mère. L'amiral veut vous parler. Comme tout commandant, ma première réaction a été « Qu'avons-nous fait ?» sans comprendre qu'on allait nous confier une mission spéciale. Nous devions faire monter quelqu'un à bord. Un homme de 30 ans, vêtu en civil. On a dit au capitaine qu'il devait suivre les directives de cet homme. Je suis monté à bord du Kirk et j'ai rencontré le capitaine Paul Jacobs. La première chose qu'il m'a dite a été « Jeune homme, je n'ai pas l'habitude de faire monter des civils inconnus armés à bord de mon navire en pleine nuit. » Et j'ai dit « Croyez-moi, capitaine, moi non plus. » On sentait que c'était un officier de la marine, vous savez. Un officier peut en sentir un autre. C'était un diplômé de l'Académie navale. Dès lors, tout était en règle. Qu'attendez-vous de nous? Nous allons travailler en équipe. Nous avons mis le cap sur l'île de Quonson. Il y avait plein de petits points à l'écran radar. À l'aube, je me souviens d'avoir vu en personne ce que l'écran radar nous avait indiqué. Il y avait des dizaines de navires. De la marine vietnamienne, mais aussi des navires civils. Et ils étaient bondés de passagers. Il n'y a pas de mots pour décrire un navire de 200 places chargé de 2000 personnes. Je pense que personne n'avait idée de l'ampleur de l'évacuation avant de voir cela. Notre mission était de guider les navires vers les eaux internationales. Mais maintenant qu'ils transportaient tous ces gens, je me suis dit, bon sang, comment va-t-on faire? La plupart des navires de la marine vietnamienne étaient en panne. Certains avaient jeté l'ancre, d'autres étaient à la dérive. On y a donc envoyé des mécaniciens pour évaluer la situation et voir si on pouvait les remettre en marche. Nous avions planifié de mener les navires jusqu'aux Philippines. Le Kirk allait les escorter. Mais il transportait un nombre inconnu de civils, et c'était problématique.
Le gouvernement américain était déjà confronté au problème des réfugiés des navires de la marine. Et voilà qu'il y en avait au moins 30 000 de plus. Nous en avons discuté toute la nuit. Je suis convaincu que si nous les avions renvoyés, ils auraient tous été tués. Armitage a décidé de les ramener. Et il n'a pas obtenu l'autorisation de Washington. J'ai pensé que ce serait beaucoup plus facile de demander un pardon qu'une autorisation. J'ai donc pris la décision et ils sont tous rentrés avec nous. Nous avions finalement fait sortir le dernier réfugié. Il fallait maintenant évacuer les Marines. Ils étaient tous dans l'immeuble de l'ambassade, sauf nous. J'étais dans la cour avec 2 de mes sergents et j'ai dit, « Vous deux, vous restez à mes côtés. » Nous avons marché lentement jusqu'à la porte de l'ambassade et quelques Vietnamiens sont venus vers nous. J'ai dit, « Nous n'avons plus d'hélicoptère, je suis désolé. Nous ne pouvons vous emmener. » Ils ont tenté de me persuader. Ils parlaient bien l'anglais. « Nous pouvons monter dans votre hélicoptère. » J'ai dit, « Je regrette, c'est terminé. » Je me suis retourné et j'ai fermé les immenses portes que nous avons verrouillées. Je m'assoupissais de temps en temps, mais ce qui m'a réveillé, c'est un bruit différent. J'ai regardé vers le ciel, et la première chose que j'ai vue, c'est qu'il n'y avait plus de soldats sur ce mur. Il y avait des gens qui jetaient des couvertures, des vestes, diverses choses sur les barbelés pour les enjamber et entrer dans l'enceinte. Et je me suis demandé, où sont les soldats? Nous montions l'escalier. J'entendais des bruits de pas plus bas. Quand nous sommes arrivés sur le toit, le sergent-chef Valdez nous a demandé « Tout le monde est là ?» Et j'ai dit « Oui », mais quelqu'un me suivait dans l'escalier. Il y avait des casiers de rangement sur le toit et de gros extincteurs sous roues. On les a placés contre la porte. Par la petite fenêtre de la porte, on pouvait voir tous ces Vietnamiens qui tentaient de parvenir au toit. L'évacuation des Marines s'était faite graduellement. Puis soudain, il n'est plus venu d'hélicoptère. Nous étions 11 qui restions là. The briefing was delayed until the evacuation was completed, and the last helicopters are now in the air. The President commends the personnel of the armed forces who accomplished it, as well as Ambassador Graham Martin and the staff of his mission, who served so well under difficult conditions. On nous a informé que Graham Martin était parti à bord du dernier hélicoptère et que l'évacuation était terminée. I'm confident that every American who wanted to come out is out. La réunion a eu lieu. Eh bien, il s'est avéré que ce n'était pas le dernier hélicoptère, car il y a eu un autre horrible gâchis. Il n'y avait plus d'hélicoptère. On était là à se regarder les uns les autres, en se demandant ce qui allait se passer, s'ils nous avaient vraiment oubliés. J'ai allumé la radio et je me suis mis à répéter « Marine américaine, ambassade américaine, nous avons besoin d'une extraction immédiate. » J'ai répété cela sans arrêt. Notre seule option était de rester assis sur ce toit où nous étions des cibles faciles. Et je me demandais, où sont les Nord-Vietnamiens? Vers 7h45, on a aperçu les Nord-Vietnamiens qui avançaient dans la rue. J'ai pensé,
Qu'est-ce qui les empêche de bombarder le toit de l'ambassade et de nous éliminer? Il aurait suffi d'un tir de tank. S'il atteignait cet immeuble, nous étions fichus. Je n'aimais pas l'idée de me trouver là-haut. Mais où pouvait-on aller? Finalement, au loin, j'ai aperçu un point noir. Quand cet hélicoptère s'est posé, j'ai dit aux Marines, « Allez, montez. » J'ai été le dernier à partir. En posant le pied sur la rampe, j'ai glissé et j'y suis resté suspendu alors que la rampe se fermait. La rampe se fermait et j'ai fait ce que mon entraînement me dictait. J'ai compté les présences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 10. J'ai regardé le chef de l'équipe et j'ai dit « Redescendez là ». Je savais qu'il me manquait un homme. Je me souviens d'avoir regardé la rampe et d'avoir aperçu 2 mains. Les Marines m'ont agrippé et ils m'ont hissé à bord. Nous sommes partis, selon moi, à 19h58, heure de Saigon. Nous étions les 11 derniers. De chez eux, des milliers et des milliers d'Américains qui s'étaient battus au Vietnam avaient le cœur brisé en voyant tout cela réduit à néant. La première chose que j'ai faite a été de détruire mes documents et mes insignes. Je n'ai gardé que les documents civils. Puis j'ai parcouru Saigon pour voir ce qui s'y passait. J'ai vu de nombreux soldats sud-vietnamiens en sous-vêtements. Ils avaient enlevé leurs uniformes militaires et leurs bottes, et ils les avaient jetés. Je me suis demandé ce qu'il allait advenir d'eux et de moi. J'ai pensé à mes amis morts au combat. Est-ce pour ça qu'on s'est battu? Est-ce pour ça que les Américains sont venus ici? Et je ne savais que répondre. Ça me tenaille depuis. J'ai compris que j'étais devenu l'Américain type au Vietnam. Je défendais toutes sortes de causes importantes. Je m'efforçais de transmettre la vérité à Washington. Je parlais aux agents. Je tentais de persuader l'ambassadeur. Et j'ai oublié que le véritable enjeu, c'était des vies humaines. Pendant plusieurs années, ce bruit m'est resté dans la tête. Je me réveillais en sursaut la nuit, croyant entendre l'hélicoptère qui venait me secourir. Je l'ai appelé « mon rêve dans le vent ».
Par la suite, on a appris que la Grande Flotte était là, au large. Il suffisait de prendre un bateau et d'y aller. Ils acceptaient tout le monde. Si on pouvait s'y rendre, on montait à bord. Mais je ne le savais pas. À l'approche des Philippines, avec nos réfugiés, il y a eu un grave problème. On refusait de nous laisser accoster. Et cela parce que le gouvernement local avait reconnu le nouveau régime vietnamien et que les navires que nous escortions battaient tous pavillon sud-vietnamien. La solution a consisté à remplacer les pavillons vietnamiens par des pavillons américains. J'ai demandé à l'amiral de la marine des États-Unis de nous autoriser à mener une cérémonie solennelle lors de la descente des pavillons à bord des navires. Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sông. Tôi đã hát không biết bao nhiêu lần hát quốc ca và cũng đã. J'avais entonné l'hymne national plusieurs fois, mais jamais avec autant d'émotion que ce jour-là. À 42 ans, j'étais un vieux loup de mer. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai compris que j'avais tout perdu. J'avais perdu le pays que j'aimais tant. Ils ont abaissé leur pavillon vietnamien. Les gens pleuraient. Ils étaient très émus. Ils perdaient leur pays, leur drapeau, leurs navires. Il ne leur restait rien. Puis, on a hissé le pavillon américain. On a tenté de le faire le plus dignement possible. De chez eux, des milliers et des milliers d'Américains qui s'étaient battus au Vietnam avaient le cœur brisé en voyant tout cela réduit à néant. La fin d'avril 1975. Tout l'engagement au Vietnam n'a été qu'un microcosme. Les promesses faites de bonne foi ont été rompues. Les gens ont souffert parce qu'on ne s'est pas pris en main. C'est le cas pour l'ensemble de la guerre du Vietnam. Mais en contrepartie, il y a eu des moments où de braves gens se montrent à la hauteur et agissent comme il se doit. Et à Saigon, il y a eu plein de gens comme ça.